Bonjour. Bonjour et bienvenue à cette première conférence du Hub des possibles. Je suis Annick Wagner. Et je suis Chantal Peyer, donc on est les deux cofondatrices du Hub des possibles. On est ravis de vous accueillir ce soir pour cette première conférence. Et avant de commencer, on voulait remercier nos partenaires que vous voyez sur cette slide, mais notamment les librairies Payot qui nous ont accompagnés depuis le début de ce projet, qui ont vraiment cru avec beaucoup de curiosité et de générosité à ce projet. Les alumni de l'UNIL qui nous ont rejoints par la suite, la ville de Lausanne qui nous soutient financièrement, le théâtre de Visy qui nous accueille ici, et puis la Fédération suisse des entreprises dont vous entendrez ce soir un des coprésidents. On est ravis de vous accueillir à cette conférence 2040 JV. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce titre. C'est qu'au fond, au Hub des possibles, on a vraiment cette conviction qu'on doit aujourd'hui faire des constats extrêmement lucides et rigoureux sur la situation. On a des défis énormes devant nous, mais qu'au fond, ces constats ne suffisent pas, que c'est important aussi qu'on choisisse une posture d'optimisme et que c'est vraiment un choix et que si on n'arrive pas à imaginer un monde de 2040 dans lequel on a envie collectivement de vivre, une Suisse qui est dans les limites planétaires, mais où il est agréable de vivre, on n'aura pas le courage collectif de construire ce monde. Donc 2040 JV, c'est dessiné aussi à petites touches au fil des conférences et au fil du podcast dont on vous parlera aussi à la fin, cette Suisse possible à laquelle on peut tous contribuer. Ce soir, on est particulièrement ravis d'accueillir Léa Falco, qui sera du coup une jeune femme encore très active en 2040 dans cet avenir en France. Léa Falco, c'est vraiment une de ces jeunes femmes de cette génération qui n'a pas peur d'aller sur les plateaux de télévision, à la radio, de regarder les caméramans droit dans les yeux et de dire avec beaucoup de clarté, au fond, quels sont nos défis aujourd'hui. Mais elle ne se contente pas de nommer ces défis, elle ne montre et elle ne pointe pas du doigt les responsables et les problèmes, parce que le titre de son ouvrage dont elle va vous parler, qui s'appelle « Faire écologie ensemble, la guerre des générations n'aura pas lieu », indique bien cette direction qui est au fond de dire, quel que soit notre âge ou que nous soyons dans la société, nous avons tous une responsabilité et c'est le moment de la prendre au sérieux et de se mettre en route pour construire ce monde de demain. Donc Léa Falco, elle a depuis 2019 contribué au mouvement pour un réveil écologique en France. Elle vous en parlera mieux que moi, mais c'est notamment un manifeste qui a été signé par plus de 34 000 étudiants. Elle a été sur plusieurs plateaux de télévision, vous pouvez regarder différents extraits à la radio. Et puis elle a cofondé une association aussi il y a 2 mois, une nouvelle association pour soutenir la transition en France et ailleurs. Et elle travaille aujourd'hui au ministère français de la Transition. Léa Falco. Merci à toutes les deux pour l'invitation. Merci à tous d'être là alors qu'il fait si beau dehors aussi. Mais oui. Quand même. Et Léa, vous vous demandez peut-être qui est là ce soir pour vous écouter. Je me demande. Alors, je propose qu'on leur pose quelques questions rapidement parce que vous venez de faire connaissance avec elles. Alors, on va un peu faire connaissance avec vous. Le jeu est tout simple. Je vais poser quelques questions. Si la réponse à la question est oui, vous vous levez. D'accord ? On va commencer gentiment, comme on dit en Suisse. On va commencer gentiment. Qui vient du canton de Vaud ? Levez-vous. C'était facile, celle-là. Ah, il y en a quand même quelques autres. OK. Qui vient d'un autre canton roman que le canton de Vaud ? Oh, ouais, il y en a. OK. Merci. Est-ce que quelqu'un vient de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de plus loin ce soir ? Non. Ah, voilà. Et en plus, tu es déjà... J'ai des défauts, pardon, je suis française. Voilà. OK. Ça arrive même à des gens bien, promis. Autre petite question, qui vient pour la première fois passer du temps sur un événement, une activité qu'on qualifierait de écologique ? Oh, c'est déjà des personnes
qui se posent 2-3 questions, qui ont déjà fait des choses ou qui n'ont pas osé se lever, peut-être aussi. Ok. Qui connaissait et s'est déjà renseigné sur Léa Falco avant? Ah, pas trop. Très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà. Parce que vous allez en apprendre plein de choses ce soir. Donc ça va aller, très vite. Qu'est-ce qu'on leur demanderait encore? Vous avez des idées? Pas vraiment, je réfléchis. Mais... Ouais. On va vous On va discuter demander après. qui a déjà fait des conférences avec Payot, puisque si on est dans des cycles de conférences Payot. Levez-vous. Ah, il y en a déjà. Voilà. Que vous en parlera à la fin. Il y a beaucoup de conférences organisées avec le cycle Payot. Et puis il y a ce cycle-là avec lequel Payot s'est associé. Ok, très bien. Alors ce soir, Léa Falco, à qui nous allons donner la parole immédiatement, va poser quelques constats et enjeux. Et puis ensuite, nous allons avoir le plaisir et l'honneur de demander l'avis de 2 témoins locaux, Christophe Barman et Cornelis Net, qui nous rejoindront sur scène. Et puis après, avec ces personnes, nous allons faire un saut vers 2040 tous ensemble, pour partir des propositions de Léa Falco et se dire mais à quoi ça pourrait ressembler 2040 et comment ça pourrait nous plaire. Voilà. Et puis après, on finira par un petit jeu, une petite clôture, et ce sera tout pour ce soir. À vous la parole, Léa. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est intéressant en plus que ce soit 2040 comme date qui soit prise. Parce qu'en France, on parle beaucoup de 2050 parce que c'est là que nos objectifs théoriques nous emmènent. 2040, en fait, c'est littéralement demain. Il y a moins de temps entre aujourd'hui et 2040 qu'entre aujourd'hui et 2007. Voilà. Donc quand on regarde un petit peu ça, c'est un poil flippant, mais une des raisons pour lesquelles je suis engagée, une des raisons pour lesquelles probablement vous êtes là ce soir, puisque en général on se retrouve plutôt entre convaincus, c'est que vous pensez qu'on peut faire des choses. Et ça, c'est plutôt assez chouette. Je teste la zapette. Tant pis, on va le faire à l'ordinateur. Ce que je veux vous raconter très rapidement ce soir, avant qu'on discute un petit peu, c'est comment est-ce qu'on peut se construire collectivement une théorie du changement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe du monde d'aujourd'hui, de 2024, à celui de 2040. Comment est-ce qu'on engage les acteurs, comment est-ce qu'on fait avancer les gens dans un problème qui est tellement compliqué qu'en fait, il n'y a pas de passage qui nous paraît possible à première vue entre nous, en tant qu'êtres individuels qui avons peu de pouvoir, et les changements macrostructurels énormes qu'on doit effectuer dans nos sociétés. Je ne m'attarde pas sur qui je suis, parce que vous en avez parlé avec brio et avec beaucoup trop de brillant. Quelques points sur lesquels je ne reviens pas, mais qui me paraissent importants à définir avant qu'on discute collectivement. D'une part, je considère qu'on ne se pose pas la question de est-ce qu'il faut ou pas faire une transformation écologique. Voilà. Il faut la faire, la question c'est comment est-ce qu'on la fait. Et cette transformation écologique-là, elle ne se règle pas seulement sur le plan du carbone, dont on parle beaucoup, donc des émissions de CO2 et du climat, mais elle englobe aussi tout un tas d'autres sujets, notamment de biodiversité, de ressources, de pollution, de santé des sols, de santé humaine, voilà, qui doivent nous concerner aussi au premier chef, et dont, en France en tout cas, on parle beaucoup moins que la question du carbone, qui a l'avantage en fait, d'être simple à comptabiliser. Un deuxième point important, c'est que je considère que l'écologie est politique. J'utilise beaucoup le mot politique quand je parle. Je fais une différence entre politique, c'est-à-dire ce qui relève de la vie de la cité, la manière dont on vit collectivement, individuellement, et dont on organise nos vies, et ce qui est partisan, c'est-à-dire de ce qui relève d'un parti politique, d'une structure organisée qui porte un plaidoyer, un programme organisé. Politique, c'est nous tous dans ce qu'on fait. Notre engagement, il est politique en fait. La création du Hub des possibles, c'est politique. Votre présence là ce soir, c'est politique. Ça concerne la vie de la cité. Partisan, c'est plutôt ce qui relève du parti politique. L'opposition entre les générations, on va y revenir un petit peu, mais l'idée est vraiment de se mettre d'accord, ou en tout cas de considérer, je parle de ça comme postulat, qu'il n'y a pas d'un côté les jeunes héroïques qui vont sauver la planète et c'est super qu'ils soient là, et de l'autre côté tous les autres qui en auraient rien à faire et contre qui il faudrait se battre. On part vraiment du principe que c'est pas vrai, puisque c'est ce que montrent les chiffres et les enquêtes en fait, qu'il y a d'une part beaucoup de jeunesse différente.
dont seulement certains segments s'intéressent aux problèmes environnementaux, et que, évidemment, il y a des gens qui, depuis 40, 50, 60, 70 ans, alertent sur les questions environnementales, font ce qu'ils peuvent, s'investissent dans des associations, en font leur travail, et donc qu'il n'y a pas d'opposition entre les générations, qu'au contraire, les jeunes aujourd'hui sont relativement limités dans leur pouvoir d'agir, puisque si on considère qu'il faut, sinon être aux manettes de la société, au moins avoir du pouvoir d'agir, alors souvent les jeunes qui sont en début de carrière, qui sont sociologiquement moins aisés que leurs aînés, ont moins d'agentivité, ont moins de marge de manœuvre. Donc on élimine cette variable de la guerre des générations qui est beaucoup dépeinte par les médias en France et qui est un angle par lequel les problèmes environnementaux sont très souvent pris. Par contre, derrière les questions d'opposition des générations, il y a en fait une question d'opposition économique, opposition de classe sociale. Tout le monde ne peut pas faire les mêmes choses quand il s'agit de problèmes environnementaux, et on va en parler en détail juste après. Les deux objectifs, on va en discuter. Aujourd'hui, la manière dont est formulé le problème environnemental, c'est de se dire que les gens n'en savent pas assez. Voilà. Et qu'il suffirait, comme avec une petite baguette magique, comme avec un bouton qu'on appuie, de donner aux gens suffisamment d'informations pour qu'ils agissent sur les racines du problème environnemental. Sauf qu'on a à peu près quand même 40-50 ans d'expérience et de connaissances en sciences comportementales et en sciences sociales pour savoir que ce modèle-là, qui suppose que quand on sait, on agit, on appelle ça le modèle du déficit d'information, ne fonctionne pas. L'exemple paradigmatique, c'est évidemment les paquets de cigarettes. Ce n'est pas parce que les gens savent que fumer est mauvais qu'ils arrêtent de fumer. En France, il y a une corrélation qui n'est pas loin d'être parfaite entre l'augmentation du prix de paquets de cigarettes et la réduction de la consommation. Donc en fait, ce qui fait arrêter les fumeurs, ce n'est pas les campagnes d'information sur les potentiels risques sanitaires que vous encourez quand vous fumez, c'est l'augmentation du paquet de cigarettes. Donc on écarte cette variable et donc il faut se demander, par conséquent, comment est-ce que de cette société dont on écarte une partie de mythes, de préjugés, en partant du principe que la transformation écologique doit se faire, on la réalise dans les faits. Est-ce que vous connaissez le concept de triangle de l'inaction ? La moitié dit oui, la moitié dit non. Ça, c'est pas pratique pour commencer une explication. On va considérer que tout le monde a dit non. Le triangle de l'inaction, c'est ce qui nous coince en fait dans une espèce de boucle de rétroaction où chacun des acteurs se renvoie la balle. Là, c'est une version très très simplifiée, évidemment, de nos sociétés. Plein d'acteurs manquent là-dedans. Mais un discours qu'on entend très régulièrement, c'est d'un côté, vous, moi, nous, des individus, qui disent « oui, d'accord, moi, on me dit toute la journée qu'il faut être écolo, mais en même temps, les entreprises ne le sont pas, les pouvoirs publics ne me permettent pas de l'être facilement, et donc ce n'est pas moi qui peux commencer cette transformation écologique. » De l'autre côté, vous avez les entreprises, et quand je dis entreprises, je parle beaucoup de grosses entreprises, parce que moi, c'est surtout sur ces sujets-là que j'ai travaillé. J'ai assez peu travaillé pour un écologique sur les TPE, PME, ETI, donc je parle surtout de grosses boîtes. Notamment aussi parce qu'il y a une capacité aussi d'influence de l'entourage économique, des écosystèmes économiques, qui est très importante dans le cas d'un certain nombre de grandes entreprises. Vous avez ces boîtes-là qui vous disent « bon, moi, dans l'idéal, je veux bien être écolo ». Sauf que les consommateurs n'achètent pas des produits écolos, ou en tout cas, il n'y a pas assez de demande. Et de l'autre côté, les pouvoirs publics, ils ne me forcent pas à l'être. Donc je ne vais pas m'imposer des contraintes. Et puis de l'autre côté du triangle, vous avez ces fameux pouvoirs publics, à quelque échelle qu'ils soient. En France, l'échelle principale, ceux qui font les normes, c'est plutôt l'État. Les pouvoirs publics vous disent d'accord, mais je ne vais pas contraindre mes citoyens parce que les citoyens n'ont pas voté pour un programme écologique. Puis de l'autre côté, les entreprises, il y a des questions de compétitivité, il y a des questions de rendement économique, d'emploi qui sont derrière. Et donc, je ne vais pas me lancer là-dedans. Le problème, c'est qu'on voit bien que si on suit ce triangle-là, c'est toujours à quelqu'un d'autre, à un autre groupe, de commencer à faire les choses. Voilà, évidemment, pas de naïveté ici. Chacun des trois groupes va évidemment devoir contribuer à la transformation écologique. Mais là, on cherche lequel va pouvoir commencer à impulser vraiment cette transformation. Comment est-ce qu'on lance la balle aux autres acteurs et on leur permet de jouer ? Vous avez des gens qui disent que ça commence par les individus. Sauf que on s'en rend compte dans notre vie quotidienne. C'est pas simple d'être écolo. Voilà, c'est un petit peu une abnégation permanente parce qu'on vit dans un système qui ne nous permet pas d'être facilement écolo. La solution écolo, c'est souvent la moins facile, parfois la plus chère, pas toujours la plus pratique, c'est pas toujours socialement valorisé. Quand vous arrivez à un barbecue et que vous dites « tiens, moi je mange pas de viande », en général, vous passez pas pour le rigolo du siècle. Donc on est enfermés tous,
collectivement et individuellement, dans ce que moi j'appelle des macrostructures. C'est-à-dire, dit simplement, on vit dans une société qui n'est pas faite pour être écolo aujourd'hui, dont les règles du jeu contraignent les individus et les empêchent pour un certain nombre d'être écolos. À part pour la portion dont très probablement on fait tous partie ici, qui décide d'y mettre du temps, de l'énergie mentale, de l'investissement, et qui fait de l'engagement écolo une forme d'abnégation, c'est-à-dire qui s'y lance vraiment. Donc, à part cette portion-là, qu'on appelle en plus parfois des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui sont prêts, par exemple, à payer plus cher des produits plus écologiques, eh ben, on ne peut pas avoir un changement de transformation de société par cette portion-là d'acteurs. Donc, les individus, parce qu'on est déterminés par tout un tas de facteurs, ça ne peut pas passer par nous primairement. Les entreprises. En fait, paradoxalement, alors qu'on a l'impression que, encore une fois, les grosses entreprises ont beaucoup de marge de manœuvre, elles sont dans des espaces très contraints. Parce que, au quotidien, quand vous êtes une boîte dont le système économique demande de la rentabilité, eh ben, vous avez deux choix. Soit vous vous adressez à des consommateurs, donc à une portion relativement réduite du spectre, en produisant écologiquement, mais par exemple en facturant plus cher, soit, si vous décidez de vous appliquer des règles sérieuses de transition écologique, eh ben, en fait, vous coulez votre modèle économique. Vous vous imposez une contrainte que vos concurrents ne s'imposent pas. Et donc, fatalement, on peut bien comprendre pourquoi, même si elles en avaient envie, les grosses boîtes ne pourraient pas seules réguler ce marché-là. Bon, on ne va pas entrer dans davantage de détails, on pourra en parler après si vous voulez, mais en plus, il y a quand même tout un tas de mécanismes économiques financiers à l'intérieur des petits rouages des entreprises qui font qu'il y a une préférence pour le présent qui est très marquée. Et donc que l'investissement pour l'avenir n'est aujourd'hui pas très valorisé par nos règles du jeu économique. Bon, on se retrouve avec le troisième coin du triangle. Nos pouvoirs publics, qui n'ont pas de baguette magique. Hein. Ce n'est pas la solution miracle, encore une fois. Mais en fait, techniquement, qui fait les règles du jeu, qui organise nos sociétés et qui organise les lois qui les régissent, eh ben, c'est plutôt censé être les pouvoirs publics. Et donc là, on a un moyen de casser le triangle, de se dire, bon, d'accord, pour qu'on puisse avoir une transformation écologique sérieuse, menée dans les temps, il faut un investissement conséquent, évidemment pas seul, mais conséquent des pouvoirs publics. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a quand même pas dit grand-chose. On a un peu cassé le triangle, mais on ne sait pas comment on y arrive. D'autant plus qu'on a quand même une difficulté, qui est que ces pouvoirs publics, pour agir sérieusement sur les questions de transition écologique, puisque moi, c'est un concept que j'apprécie assez, la démocratie, il faut qu'ils aient été élus avec ce mandat-là. Sinon, vous prenez le risque, évidemment, d'un risque d'illégitimité. C'est-à-dire, bon, vous avez un gouvernement, à quelque niveau qu'il soit, qui décide de prendre des mesures écologiques. Si sa base électorale n'a pas voté pour ça, vous avez aussi un problème. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à construire un arc écologique. Et donc là, quand je vous parle d'écologie politique, encore une fois, c'est écologie, c'est pas un parti écologiste particulier. C'est l'écologie politique et ses représentants en général. Donc nous, en tant que gens intéressés par ces questions-là, qui espèrent l'avènement d'un futur plutôt souhaitable, on a un objectif qui est du coup de faire émerger cet arc écologique-là et cette proposition politique-là. Bon, bah ça c'est bien mignon. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ? Nous, tous dans la salle, voilà, on est un de ces petits points. Bon, ce à quoi il faut qu'on arrive, c'est de l'ordre du changement macro-structurel. Alors, on veut faire changer les macrostructures dans lesquelles on évolue pour pouvoir arriver à ce que moi j'appelle l'écologie par défaut. C'est-à-dire faire en sorte que le choix le plus pratique, le choix le plus facile, le choix le plus économique, le choix le plus socialement valorisé, ce soit le choix écologique. Sauf que bon, entre les petits points en bas et la grosse barre du dessus, il y a quand même un petit peu tout un monde. Et au quotidien, quand on essaie de faire des choses, notamment quand on essaie de les faire tout seul, eh ben, on voit qu'il y a rapidement une limite à ce qu'on peut accomplir. Une des solutions, qui n'est pas tout à fait révolutionnaire, c'est en fait de se constituer en groupe. Voilà, on s'organise. On crée des structures d'intérêt, des corps intermédiaires. Dans certains pays, ça a plus la cote que d'autres. Je vous avoue qu'en France, les corps intermédiaires, en ce moment, ils ne sont pas tout à fait plébiscités. Mais on crée des corps intermédiaires qui vont porter ce que j'appelle des revendications politiques, c'est-à-dire une manière de voir le monde, des choses concrètes dont on aimerait qu'elles adviennent. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être un syndicat, ça peut être un parti, ça peut être une association locale. Un exemple que je prends souvent, c'est que moi je viens d'une ville en grande banlieue parisienne, dans laquelle globalement il n'y a pas énormément d'autres choix que de se déplacer en voiture. Sauf qu'en fait, vous avez un tissu qui est quand même relativement dense. Il y a une partie des gens qui pourraient se déplacer en vélo. Pas tous, hein,
Pas tous, pas tout le temps, pas pour aller partout, mais il y a une partie des gens qui, au quotidien, pourraient se déplacer en vélo. Sauf que, en fait, dans cette ville-là, le vélo, c'est pas très sécurisant. Parce que, justement, comme vous avez de la voiture partout, comme vous n'avez pas d'infrastructure cyclable, vous n'avez pas vraiment envie d'envoyer votre gamin à l'école à vélo et de le récupérer potentiellement avec une jambe cassée le soir. Donc, ce qu'il faut pouvoir créer, c'est ces groupes-là qui vont demander qui à la mairie, qui au gouvernement, à l'endroit pertinent, par exemple des pistes cyclables. Mais ça, c'est un exemple qui vaut pour tout. Et ces groupements-là, à partir du moment où on est suffisamment organisé, où on arrive, avec de la chance aussi, à récupérer une ouverture politique, une fenêtre politique dans laquelle on est entendu, ça peut mener parfois à des changements qui vont être un peu plus gros. C'est évidemment pas une solution magique, c'est une manière d'arriver à casser ce triangle en partant de ce que nous, on peut faire. Bon, il y a aussi d'autres endroits où on peut le faire. Voilà. Où est-ce qu'on crée ces corps intermédiaires? Derrière le triangle, en fait, il y a les endroits où on peut s'engager. C'est-à-dire que derrière la case individu, il y a un engagement individuel. Évidemment, ça passe par des petits gestes. Bon, voilà. En fait, le truc le plus efficace qu'on puisse faire en tant qu'individu aujourd'hui, c'est si on prend l'avion, arrêter ou réduire drastiquement sa prise d'avion, ou si on mange de la viande, arrêter ou réduire sa consommation de viande. Bon, après, vous avez tout un tas de gestes, la voiture, etc. Vous avez des choses qui sont très mises en avant par les médias, en tout cas en France, mais qui ne sont pas très efficaces. Typiquement, fermer la lumière quand on sort d'une pièce. Mais voilà, vous avez derrière cet engagement individuel cette partie-là, d'éco-gestes, puis vous avez évidemment parlé autour de vous de ces sujets-là. Parce qu'on est la première source d'information de notre entourage proche. Celle d'après, c'est les médias, mais la première, c'est nous. Et puis ensuite, vous avez des engagements qui dépassent un peu le simple cadre individuel. Évidemment, il y a l'engagement sociétal, c'est-à-dire, vous faites partie d'une association, vous essayez de monter quelque chose, vous faites partie d'un parti politique, vous avez ce qu'on appelle une programmatique, un état du monde dans lequel vous voulez créer quelque chose et vous vous donnez les moyens de le faire advenir dans un collectif. Et puis, le troisième côté du triangle, celui qui était les entreprises, c'est de l'engagement professionnel. C'est-à-dire, vous pouvez, à l'intérieur de votre boîte, on a créé un guide pour ça, pour un rêve écologique, sur comment est-ce qu'on monte un collectif de salariés engagés, qui n'est pas un syndicat, qui se conjugue, je trouve, assez bien avec un engagement syndical, mais qui n'est pas un syndicat. Créer un collectif pour essayer de comprendre où, à l'intérieur de votre entreprise, ou par ailleurs de votre organisation publique, si vous travaillez dans le public, il y a soit des risques face au changement climatique ou aux autres risques environnementaux, et surtout là où il y a des possibilités de réduction de l'impact. Et donc comme ça, vous créez non seulement des petits groupes qui vont agir à l'intérieur pour participer à un changement, sans évidemment, encore une fois, que ce soit une baguette magique, mais qui en plus vont renforcer les demandes des organismes extérieurs. Souvent, et nous c'est ce qu'on faisait à Pour un rêve écologique en tant qu'association, on aidait en fait les gens qui se chargeaient on appelle ça de la RSE en France, de la responsabilité sociétale et environnementale, c'est-à-dire les gens qui à l'intérieur des boîtes s'occupent des politiques environnementales. En fait, en tapant sur les boîtes, c'est-à-dire en disant vous n'êtes pas ambitieux sur ce point-là, ça c'est pas mal, mais ce point-là il faut le renforcer, et les gens qui à l'intérieur se battaient pour faire changer les choses étaient encouragés et en plus avaient des arguments à apporter à leur direction. Donc voilà, on peut casser ce triangle-là, y compris au niveau individuel, même si au final ça passe par des avancées collectives. Un point important quand même, et je l'ai dit initialement, c'est que tout le monde n'est pas égal face à ce qu'on peut faire. Voilà, vous êtes forcément plus contraint dans vos choix de vie, mais aussi d'engagement, quand vous êtes caissière ou que vous êtes pompiste pour Total, que quand vous travaillez directement au sein de la chaîne de management de cette entreprise-là. Forcément. On appelle ça des CSP en France, des catégories socio-professionnelles. Ça veut dire tout bêtement se dire qu'on n'a pas les mêmes moyens aux endroits où on vit dans la société et que donc il faut que la transition écologique elle soit davantage équitable qu'égalitaire. C'est-à-dire à chacun selon ses moyens et pas à chacun la même portion de choses à faire. Ça, c'est assez fondamental parce que quand vous regardez les enquêtes et les sondages avec tous les soucis méthodologiques qu'il peut y avoir dans les sondages sur l'acceptabilité de la transition écologique, ça, c'est un point qui revient systématiquement. La répartition de la charge. Faire en sorte que la transition écologique soit juste. Un petit exemple de comment est-ce qu'on a utilisé ce triangle de l'inaction à Pour un rêve écologique, avant de me taire et de nous laisser discuter un petit peu ensemble, c'est sur l'enseignement supérieur.
Pour un rêve écologique, c'était donc un collectif d'étudiants qui s'est créé en 2018, au moment où en France, on a eu à la fois les marches pour le climat et Greta Thunberg, un petit peu comme dans toute l'Europe, cette espèce de vague verte de jeunes qui manifestaient pour l'environnement. Mais on a aussi eu des événements locaux, comme notamment la démission de Nicolas Hulot, qui était notre ministre de l'Environnement, de manière visiblement assez soudaine, parce qu'il était coincé. Voilà. Il était coincé dans une macrostructure qui, elle, était une macrostructure gouvernementale. Et donc, à ce moment-là, nous, en tant qu'étudiants de grandes écoles, on a écrit un texte qui disait qu'on avait une responsabilité, précisément parce qu'on était des étudiants de grandes écoles, et que donc, à la fin de notre cursus, on allait nous donner un diplôme qui, pour un certain nombre d'employeurs, allait valoir plus que d'autres diplômes. On avait une responsabilité à choisir le dit employeur selon des critères environnementaux pour aider à la bascule du monde économique, entre autres. Et un de nos axes d'action, de nos plaidoyers, depuis ce moment-là, ça a été sur l'enseignement supérieur. On a fourni tout un tas de rapports, de concertations, on a beaucoup échangé avec le gouvernement sur la manière de former les étudiants aux questions environnementales. En France, le ministère de l'enseignement supérieur ne peut pas imposer aux universités ou aux écoles des directives. Il ne peut pas imposer de programme. Chaque université a ce qu'on appelle une liberté académique. Et donc, voilà, le ministère peut donner des grandes orientations, mais pas imposer le même programme, comme c'est le cas, par exemple, du lycée, du collège, du primaire. Donc, on était confrontés à ce sujet-là, qui était comment est-ce qu'on le fait voilà, déjà, qu'est-ce qu'on propose? Quelle est la suggestion que nous, on fait en tant qu'organisation? Et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit adopté par les pouvoirs publics? Ce qu'on a proposé en concertation avec tout un tas d'autres associations et notamment de professionnels de l'éducation et de la recherche, à la fois en sciences de l'éducation et en sciences sociales et en sciences dites naturelles et dures, donc en sciences climatiques par exemple, c'était une intégration dans les cursus en deuxième année, parce que la première année, bon, quand on arrive et qu'on est étudiant, en général, on ne s'intéresse pas tout à fait tout de suite aux questions environnementales. Il y a la première année de bon, je suis loin de papa-maman, c'est sympa. Donc en deuxième année, saupoudrer à la fois en transversal à travers les cours et à travers un certain nombre de modules obligatoires d'initiation, de découverte des enjeux environnementaux, et ensuite en master par un axe métier. C'est-à-dire comment est-ce que je pratiquerai mon métier une fois que je serai diplômée en accord avec ces enjeux environnementaux. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé pour produire ces rapports-là avec les pouvoirs publics. Bon, l'avantage, c'est que ça leur a donné beaucoup de légitimité et que ça voulait dire que le problème entrait en politique, comme on dit. C'est-à-dire que maintenant, c'était considéré, une fois que le rapport était sorti avec le petit tampon ministère de l'enseignement supérieur, c'était assez difficile pour le ministère de l'ignorer et d'ignorer ses recommandations. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que parce qu'on avait des individus qui avaient décidé de s'engager, donc les gens qui ont rédigé ce rapport, d'où qu'ils viennent, qu'on avait des entreprises qui savaient pour une partie qu'elles avaient besoin de nouvelles compétences pour leur transition écologique à elles, on a réussi à créer cette espèce de dispositif dans lequel, au final, la ministre de l'enseignement supérieur français a annoncé, c'était en octobre 2023, très récemment, a annoncé que d'ici à 2027, bon, on verra ce que ça donne, d'ici à 2027, tous les étudiants dans un cursus d'enseignement supérieur en France, donc y compris des cursus courts, comme de plus 2, plus 3 ans, pas seulement les masters, ce qui était important, devraient avoir été formés aux questions environnementales. Bon, jusque-là, c'est très bien, c'est une bonne chose, hein, il faut le saluer, sauf que le diable se cache toujours un petit peu dans les détails. Et donc là, on est dans la phase où, une fois que le problème est entré en politique, vous avez encore la moitié du chemin à faire. C'est-à-dire, comment est-ce que ces jeunes seront formés? Est-ce que ce sera selon les recommandations qui ont été produites dans ces rapports-là? Est-ce que ce sera autrement? Comment est-ce que nous, on se débrouille pour essayer de faire monter des exemples qu'on peut partager aux autres universités, qui, encore une fois, sont libres de faire exactement chacune ce qu'elles souhaitent? Et ça, c'est tout un travail de plaidoyer qui, à mon avis, s'intègre bien dans ce cadre-là du triangle de l'inaction. Ça, c'est quand un triangle de l'inaction devient un triangle de l'action. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça permet d'en faire avancer un certain nombre et d'en découvrir d'autres. Parce qu'une fois qu'on passe du « il faut le faire » à « on le fait », évidemment, on se retrouve confronté à des difficultés qu'on n'avait pas forcément appréhendées au début. Je pense qu'on va pouvoir commencer à échanger. J'ai bien parlé. Est-ce que j'ai fini le temps? J'ai même encore un petit peu de temps? Eh ben, prenons les 5 minutes pour échanger. Comme ça, on rattrape les 5 minutes de retard du début, on se remet à l'heure et on peut en discuter. Merci beaucoup. Peut-être une première question pour rebondir avant qu'on continue.
Est-ce que vous avez pas donné cet exemple très concret de la formation. Au niveau des entreprises, le mouvement pour un réveil écologique a aussi fait pas mal de travail. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce travail? Comment est-ce qu'on peut aussi dans les entreprises briser ce triangle de l'inaction avec un exemple concret? Les entreprises, le problème auquel on était confrontés, c'est que on n'avait pas de forme de corporatisme pour un écologique. Il y avait à la fois des ingénieurs, des agros, des gens qui étaient plutôt en école de commerce, donc avaient des profils plutôt business. Et le premier destinataire, le premier employeur post-école de ces gens-là, c'était plutôt des grosses boîtes. Donc on s'est attaqué, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt aux grosses boîtes. Et l'idée, c'était à la fois de fournir des dispositifs pour aider les étudiants qui le souhaitaient à choisir leur employeur sur des critères environnementaux. Donc on a fait tout un tas de rapports sectoriels où on a envoyé des questionnaires aux entreprises, on leur a demandé d'y répondre. On en a fait des compilations, on a essayé d'exposer le plus clairement possible, sans être normatif, sans dire où il fallait aller, mais d'exposer les stratégies et les résultats concrets des entreprises aux étudiants qui le souhaitaient, ou par ailleurs aux jeunes actifs qui le souhaitaient. Tout ça, c'est trouvable sur nos sites. On a fait un certain nombre de secteurs, on a fait automobile, aviation, luxe, conseil, finance, numérique, enfin, voilà, on a fait un certain nombre de secteurs comme ça. Et donc ça, c'est plutôt à l'extérieur de l'entreprise, donc pour les gens qui veulent entrer dans une entreprise. Et à l'intérieur, on a fait, c'est ce que j'appelle la stratégie du sandwich. Ce nom fait débat à l'intérieur du collectif, mais la stratégie du sandwich. À l'intérieur, on a aussi créé du coup des guides et des démonstrateurs pratiques pour les gens qui souhaitaient créer ces fameux collectifs de salariés. Et donc, évidemment, c'est des collectifs qui ne révolutionnent pas l'entreprise, hein. Mais d'une part, ils sont très appréciés par les directions en général parce que ça crée un outil un petit peu de cohésion à l'intérieur entre les salariés. Donc ça plaît pas mal aux directions en général. Et puis surtout, ça permet de commencer par des petites choses qui peuvent paraître très anecdotiques et qui souvent le sont. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on installe une ruche sur le toit? Est-ce qu'on limite les gobelets à la cafétéria? Des choses qui sont un petit peu gadgets, mais par lesquelles on commence à conduire une forme de changement à l'intérieur de l'entreprise et qui après commence à s'attaquer à des problèmes un peu plus sérieux. C'est-à-dire, et quand je dis sérieux, ça veut dire qu'il pèse plus en termes d'impact du côté de l'entreprise. Souvent, il y a un petit blocage au niveau alimentaire. Il y a évidemment le totem de la viande qui est très très présent. Et donc, quand la proposition diminuer la viande à la cantine apparaît, voilà, c'est un petit peu épidermique. Mais voilà, on a fait ce type de choses sur les questions des entreprises. Et on a créé notamment un collectif qui s'appelle Les Collectifs. Bon, on n'a pas été très inspiré sur ce coup-là, qui vit aujourd'hui de ses belles ailes et qui regroupe ces collectifs-là. Il y en a à peu près 250 maintenant qui sont uniquement en France, mais voilà, qui vont de toutes les tailles. On a la plus grosse entreprise qu'on ait, je pense, c'est Orange et EDF, qui est le distributeur d'électricité français. Et on a des petites entreprises qui sont plutôt dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a quelque part ce travail de l'intérieur, de créer des groupes de transformation à l'intérieur des entreprises. Et puis dans l'administration publique, vu que vous travaillez maintenant au ministère de la Transition, et puis si je ne me trompe pas, vous avez travaillé à élaborer un programme de formation. Quelles sont les clés en fait pour aussi arriver à cette cohérence dans l'administration publique? Parce que finalement, en tout cas en Suisse, mais je crois que de ce qu'on a discuté, c'est le cas aussi en France, il y a beaucoup de silos, on a des départements de l'environnement, et finalement, ils ont des conflits d'intérêts avec d'autres départements. Donc comment est-ce que vous travaillez à la formation dans l'administration française? C'est quoi vos premières recommandations? Et comment est-ce que vous gérez ces conflits d'intérêts? Il me faut 2h30. Vous restez jusqu'à quelle heure? Ouais, on a un peu moins travaillé sur le volet administration, mais en fait, moi je travaille donc effectivement au ministère de la Transition écologique en France et je fais ma thèse, donc je fais de la recherche à côté dans un laboratoire d'économie de l'environnement. Et en fait, on a un programme de formation qui a été lancé en France. Donc techniquement, on a eu des annonces officielles selon lesquelles tous les agents publics devaient être formés d'ici 2027. En 2027, on a des élections en France. Je ne sais pas si ça se sent aux chiffres, mais que tous les agents publics devaient être formés aux enjeux écologiques d'ici 2027. Mais après, on a encore cette question-là, c'est-à-dire formés à quoi? Si c'est formé au fait que le réchauffement climatique est réel, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Si c'est formé concrètement à la manière dont leurs métiers vont évoluer et dont il faut les faire évoluer pour respecter les engagements environnementaux et réussir à atteindre les objectifs,
Là, ça a plus d'intérêt, mais en fait, on se retrouve confronté à des problèmes très concrets qui sont qu'il y a besoin de gens pour mettre en place ces dispositifs. Si on ne veut pas que ce soit de simples gadgets, il faut des gens, donc il faut du financement, donc il faut des embauches, et on a un petit problème en France en ce moment sur les questions de budget, de dette. C'est assez tendu dans notre gouvernement. Et donc, il y a d'une part cette question effectivement des silos, qu'aujourd'hui on a un ministère de la transition écologique qui souvent rentre en conflit avec le ministère de l'Agriculture, qui souvent évidemment rentre en conflit avec le ministère du Budget, qui souvent évidemment rentre en conflit avec le ministère de l'Économie, qui est un petit peu tout puissant en France. Cette question des silos, une des manières de les résoudre, et je pense que c'est ce dont on discutait tout à l'heure, c'est une question de planification, c'est-à-dire faire en sorte qu'on organise la transition d'une économie qui aujourd'hui est quand même assez largement gouvernée par les marchés, à une économie qui est organisée plutôt par les pouvoirs publics pour parvenir à l'atteinte d'objectifs environnementaux et sociaux, si possible. Mais là, on entre dans un paradigme dans lequel, en tout cas, n'est pas aujourd'hui le gouvernement français. Il y a les questions donc, de silos, les questions financières, je pense, qui sont assez essentielles, les questions de compétences, donc la formation. La formation, c'est assez paradoxal comme levier parce que d'une part, ça peut être un levier extrêmement puissant et disons un levier souple. Vous n'avez pas besoin de réglementation pour mettre en place de la formation. Si vous avez un directeur ou un manager qui a envie de s'engager sur ces sujets-là, la formation, c'est souvent le premier truc auquel on pense. Donc il y a une possibilité que ce soit un aiguillon du changement, la formation. L'autre côté, c'est que ça peut aussi être une case à cocher. Voilà. Je ne sais pas si vous les avez en Suisse, mais on a beaucoup des ateliers ludiques, type fresque du climat, ateliers d'automne, qui sont en gros des ateliers qui en 3 heures vous expliquent soit les bases physico-chimiques du climat, soit la manière de réduire notre empreinte, voilà, qui sont des dispositifs utiles et qui sont pertinents à plein de points de vue, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisés pour cocher la case formation, pour dire mes équipes ont été sensibilisées, voire formées. Il y a des gens qui disent formées, alors que ce n'est pas une formation, formées aux enjeux du réchauffement climatique. Et là, on arrive dans un problème, parce qu'on n'est pas sur de la formation métier, on n'est pas sur de l'évolution de compétences, voire de l'apparition de compétences. Et on est un peu dans ce marasme, quoi, où on a décidé de faire des choses, c'est inscrit dans des objectifs qui sont nationaux, voire supranationaux, dans le cadre de l'Union européenne en tout cas, et le fait qu'on ne sache pas exactement encore quoi faire, comment le faire, à quel coût le faire, dans quel système le faire. Et donc c'est trois problèmes effectivement assez essentiels, je trouve. Silo, financement et compétences. Il y en a d'autres, hein, évidemment, il y en a plein d'autres. Merci beaucoup. On va faire un écho aussi avec ce qui se passe chez nous en Suisse, avec 2 personnes locales, comme on les a appelées pour aujourd'hui. Donc Cornelis Snitt, vous êtes directeur général de l'environnement dans le canton de Vaud. Vous pouvez venir ici. Et aussi Christophe Barman, qui est coprésident de la Fédération suisse des entreprises. Bienvenue et merci d'être là. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir. Peut-être pour commencer, au fond, ce triangle de l'inaction dont a parlé Léa Falco et dont je suis sûre que vous avez déjà entendu parler, vous y avez beaucoup réfléchi. Mais pour vous, comment il fait écho ? C'est où que vous voyez le plus dans votre pratique ce triangle de l'inaction, en fait, bloquer le changement ? Peut-être d'abord vous, Cornelis, dans l'administration cantonale. Bon, il faut que je ne peux pas répondre en 3 mots. Hein. Vous m'excusez, il faut que je développe un tout petit peu. Bien sûr. Mais je pense que les périodes clés dans le canton de Vaud, au niveau de l'administration cantonale, ça a été 2017, 2018, 2019. 2017, premier programme de législature du Conseil d'État avec un plan climat. 2018, on a eu les assises du climat. On a réuni 200 personnes. Il y avait Jean-Marc Jancovici, très star chez vous, qui est venu un peu allumer les mèches dans les esprits. Et puis 2019, le Grand Conseil a voté la résolution de l'urgence climatique. Donc je dirais le décor était posé. Très concrètement, ça a permis l'apparition d'un petit groupe, l'unité du plan climat, qui est depuis devenu un office cantonal, et qui s'efforce de vraiment travailler en transversalité et donc d'éviter ces guerres de chapelle et qui, je pense, essaye aussi de toucher aux 3 coins du triangle, même si c'est surtout dans l'institution publique, mais en essayant d'être en influence par rapport aux personnes qui sont collaboratrices à l'État de Vaud, avec des midi-climats, avec
il y a un nouveau site roman. Les différents groupes se sont mis ensemble, qui s'appelle monplanclimat.ch. Enfin bref, les choses bougent, mais ce que j'ai envie de dire, moi, ce que ça m'inspire quand je vois ce mouvement, c'est qu'il me semble qu'il y a quelque chose au centre du triangle. Et je pense que ce qu'il y a au centre du triangle, c'est quand on parle de l'individu, qu'est-ce qui le motive? C'est peut-être ses proches, sa famille. Dans l'entreprise, c'est peut-être ses collègues proches. Et puis, par rapport aux institutions, ça peut être des personnes avec qui cette personne a des points communs. Et donc, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose, si on veut parler de changement, qui va se jouer dans les motivations, les intuitions, les émotions des petits groupes de personnes qui vont descendre des 3 coins du triangle vers le centre. Et ce que je vois de positif dans ces quelques actions qui se déroulent dans le canton de Vaud, sous l'égide de cette, pour le nommer Office cantonal de la durabilité du climat, est justement ces choses qui touchent les gens et qui les motivent. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Et au niveau des entreprises? Voilà, moi déjà, je déclare mes intérêts, parce que je représente... je suis aussi président de la Fédération romande des consommateurs, donc un peu 60 millions de consommateurs en France. Et puis la coprésidence de cette fêtière nationale de l'économie responsable. Je pense qu'on a... D'ailleurs, ça m'a fait réagir, la question notamment du fait que l'information ne servait à rien. Parce que c'est vrai que dans nos différents mandats, notamment la FRC, la Fédération romande des consommateurs, on travaille beaucoup sur l'information aux consommateurs pour essayer de le faire changer, de faire changer les pratiques. En sachant qu'en Suisse, qui est très particulier par rapport à la France, si on met un peu de suissitude, on a très peu de réglementation liée à l'information aux consommateurs. Elle est quasiment inexistante. J'étais encore l'autre jour au Parlement fédéral à me battre pour un autre mandat qui est Promotion Santé Suisse pour l'indication sur les produits simplement du taux de sucre. Donc en Suisse, il faut savoir que c'est refusé, ce genre de choses. Donc ça, dans le Parlement fédéral, si on veut forcer d'indiquer le taux de sucre, aujourd'hui on a 42% de la population qui est en surpoids, donc comme ça je ne parle pas du tout du climat en l'occurrence, problème de santé publique. Si on veut forcer finalement le monde économique à mettre des indications, en Suisse on ne l'obtient pas. Donc vous dire où on en est, c'est relativement compliqué. Donc sur le point de vue quand même du consommateur, moi j'ai quand même l'impression que, et d'ailleurs je rejoins le niveau politique, en Suisse on a la démocratie directe, comme vous le savez, donc on vote sur beaucoup de choses, sur tout quasiment, et c'est vrai qu'on n'a pas tellement le choix dans notre modèle que d'embarquer finalement le consommateur citoyen dans finalement cette transition. Et d'ailleurs, on l'a vu, puisqu'on a voté contre la fameuse loi CO2 qui finalement avait rassemblé tous les partis, à part un parti un peu compliqué en Suisse, qui étaient tous derrière cette loi, et la population a voté non, pour des questions finalement essentiellement de perception de perte de pouvoir d'achat, puisqu'on est dans une période où évidemment on a une pression de pouvoir d'achat, même en Suisse. Et donc là, on n'a pas réussi à embarquer la population, et dans notre modèle, finalement, on n'a pas réussi à faire avancer une loi qui, peut-être au niveau européen, aurait passé. Et c'est vrai que ce que moi je peux dire au niveau de l'observation sur finalement la question de l'inaction du citoyen, ou en tout cas de la perception d'inaction de la société civile aussi, et du monde politique, l'Europe, on a l'impression qu'ils vont vachement plus vite que nous. Et c'est vrai, aujourd'hui, toute l'évolution du droit européen va 10 fois plus vite que le droit suisse. Et moi, je me pose toujours la question, mais pourquoi? On a finalement un relativement petit pays, on devrait pouvoir aller un peu plus vite. On est dans une logique finalement de beaucoup de plein emploi, donc alors ça augmente un petit peu, mais à 2-3% de taux de chômage. On a une classe moyenne qui est un peu sous pression, mais qui n'est pas autant sous pression finalement que les autres pays européens. Et pourtant, on n'avance pas. Et par rapport au triangle d'inaction, puisque c'est la question que tu m'as posée, je pense qu'aujourd'hui, on a un bloc, et je prêche un peu par rapport à la Fédération Suisse Entreprises, mais évidemment, c'est pour ça que je déclarais mes intérêts, mais on a un bloc économique en Suisse qui représente l'économie au niveau politique, qui est très très puissant et qui bloque tout. Il y a notamment, avant les dernières élections fédérales, une campagne qui s'appelait Perspective Suisse. Je ne sais pas qui a vu Perspective Suisse dans les gares, vous pouvez lever la main si vous l'avez vu. Donc Perspective Suisse, en gros, c'était l'Union Suisse des paysans, l'Union patronale suisse, l'Union Suisse des arts et métiers, USAM, et Économie Suisse, qui globalement sont tous mis ensemble pour dire qu'il ne faut surtout rien changer. Parce que le modèle économique de la Suisse,
c'est notre succès, etc. Et en fait, on a un problème aujourd'hui, je pense, un des problèmes majeurs, c'est la représentation, en tout cas au niveau fédéral, pour parler du beau canton de Vaud, mais en tout cas au niveau fédéral, finalement, de cette économie qui bloque en gros toutes les perspectives d'évolution et qui notamment aussi bloque les entreprises parce qu'on est un peu dans une logique de club, les entreprises. Souvent, on aime bien se réunir ensemble, ça peut être dans des Rotaries, dans des chambres de commerce, pour se dire qu'on est super et puis qu'il faut surtout rien changer, quoi. Donc, et puis, pas changer par rapport à ça, si on part de ce constat qu'aujourd'hui en Suisse, au niveau démocratique, il y a quand même beaucoup de propositions qui échouent, qu'il y a un certain nombre effectivement de ces associations qui freinent le changement, est-ce que vous voyez quand même un certain activisme, cette question finalement de dire au fond, si on commence à former beaucoup plus aussi les gens, si les jeunes commencent à questionner dans les entretiens d'embauche leurs futurs employeurs en disant mais si vous n'êtes pas plus responsable, on ne vient pas travailler chez vous, on est quand même une force sur le marché du travail. Est-ce que vous avez l'impression de voir des germes aussi de cette évolution en Suisse et qui pourraient finalement constituer des formes de syndicats écologiques? Ce n'est pas des syndicats, en Suisse on n'est pas très syndicalisé, mais de dire au fond, réinventer aussi une forme de mobilisation professionnelle pour pousser au changement, même s'il y a certaines structures dirigeantes qui finissent par freiner. Parce que finalement, on est tout chacun, au-delà des consommateurs, des employés sur le marché du travail et aussi les jeunes. Est-ce que vous voyez un petit peu là une évolution ou pas? Oui, non, clairement et heureusement. Après, le problème, évidemment, c'est le temps que ça prend. Hein. On évoquait, je crois que vous l'avez dit, hein, le fait que quand on est jeune, on arrive dans une entreprise, il faut faire ses preuves. Voilà, on doit d'abord apprendre à être dans ces lois du marché. Malheureusement, c'est difficile, sauf si on crée sa propre boîte. Et moi, je vois des fleurons de création. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'aide aux startups, notamment en lien avec la durabilité, à Genève, sur le canton de Vaud. Enfin, il y a tout un terreau là qui est hyper fertile et ça se passe vraiment. Dans l'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, j'ai l'impression, parce que j'ai voulu prendre le flyer avant, mais le hub des possibles, tu voulais rassembler les gens qui étaient des optimistes lucides. Et je crois qu'a priori, un entrepreneur, une entrepreneuse, c'est un optimiste lucide à la base. Puisqu'on ne peut pas être entrepreneur sans être optimiste. Puis si on n'est pas lucide, on se casse la gueule assez vite, quoi. Oui. D'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de patrons, de patronnes, de leaders, d'organisations qui aujourd'hui ont compris qu'ils devaient changer. Le problème, c'est que soit l'organisation est suffisamment petite et ça va relativement vite, soit elle est grande et puis ça prend beaucoup de temps. Et je crois qu'une des clés de ce problème-là, c'est finalement le fait que ces organisations qui ont envie d'aller vite se mettent ensemble et puis prennent une parole politique. Parce que l'entrepreneuriat, traditionnellement, et surtout en Suisse, il se tait en lien avec la politique parce qu'on ne veut surtout pas heurter un client potentiel, un partenaire. Donc on dit non, mais nous, la politique, ce n'est pas pour nous. Alors que, comme le dit Mouvement Bicorp, dans lequel nous, on est aussi assez impliqués, en fait, on est interconnectés. Donc en fait, on ne peut pas juste dire on fait notre business dans notre coin, on continue à faire n'importe quoi, et puis finalement, c'est la politique qui va régler nos problèmes. Je crois que vous l'avez très très bien dit. Et je pense qu'un des axes de travail, c'est que ces entreprises qui pensent différemment se mettent ensemble et une voix, parce qu'en fait, on a besoin de raconter une nouvelle histoire sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un rassemblement de gens de gueulasses qui veulent maximiser leur pognon. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui veulent finalement faire le bien dans l'entreprise. Il y en a plein qui le font au quotidien, mais ils n'ont pas encore de voix. Et c'est malheureusement beaucoup de TPE, PME qui peuvent bouger vite. Merci. Et puis Cornelis, au sein de l'administration, vous avez parlé de cette unité qui essaie de casser les silos. En même temps, c'est vrai que quand on regarde l'administration, qu'on travaille un peu, je dis aussi au niveau fédéral, on a quand même l'impression qu'il y a encore beaucoup de silos, de conflits d'intérêts. Comment vous verriez un prochain pas? Et est-ce que finalement de créer aussi une forme d'activisme au sens de gens informés et qui, face à l'ampleur des défis qu'on a aujourd'hui, se disent qu'il faut là aussi dans l'administration créer finalement peut-être des coalitions de gens qui, à l'interne, au-delà du fait d'avoir une unité, se mettent à travailler ensemble et à dire mais au fond c'est une priorité centrale aujourd'hui. Si en 2050, en 2100 on veut un avenir pour nos enfants, on va devoir mettre en place des changements radicaux. Est-ce que vous voyez aussi un peu une évolution des mentalités? Ça certainement. Moi, j'ai passé toute ma carrière face aux questions de l'écologie. Finalement, ça a été toute ma carrière, même si je ne suis pas un écolo exemplaire. Mais aujourd'hui, les gens que nous recrutons
qui sont souvent jeunes, mais pas seulement. Clairement, on fait du chemin et ont des attentes, probablement teintées d'éco-anxiété face à l'imminence des changements. Pour revenir sur quelque chose de plus concret, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des choses assez simples à faire et qui permettent de se mettre en mouvement. Et quand on a récemment fait un déménagement, et en fait, le site où nous nous rendions exigeait qu'il y ait un plan de mobilité. Alors, on a fait un plan de mobilité. Et tout au début, c'est vrai qu'il y avait encore pas mal de gens qui venaient en voiture et qui avaient besoin d'une place de parc, etc. Puis, il se trouve que le plan d'affectation, comme on dit en aménagement du territoire de ce nouveau site, excluait les places de parc. Donc là où est le bâtiment de Voilà. la direction de Et donc l'environnement dans les Hauts-de-Lausanne. Pour être honnête, on a essayé de faire un plan de mobilité le plus ambitieux possible pour motiver les gens à abandonner la voiture. En quelques années, tout ça est déjà dépassé. Ce que je vois, c'est qu'énormément de gens maintenant veulent changer de mobilité. Et probablement que ça tient au fait qu'on sait que la mobilité, c'est un des grands facteurs sur lesquels il faut agir. C'est un des facteurs où on peut agir assez vite soi-même. Et puis, c'est aussi un domaine où on peut interagir, être en petits groupes et se motiver. Et moi, je crois beaucoup à ce type de mouvement-là et je suis sidéré de voir à quelle vitesse ça va en termes de mobilité. En 5 ans, le monde a changé dans notre petit environnement. Pour d'autres choses, ça prend plus de temps, c'est sûr. Merci. Et ça, c'est des mouvements qui sont liés aux personnes plus qu'aux grandes décisions politiques, qui sont nécessaires aussi. J'ai évoqué les plans climat, il y a des millions qui sont mis. On a d'ailleurs engagé du personnel, si j'ose dire, grâce au climat, indirectement. Donc, il faut tous ces éléments avec lesquels composer. Mais ce qui est vraiment fondamental, je pense, c'est qu'est-ce qui fait que les gens veulent se mettre en mouvement? Qu'est-ce qui va les motiver? Je pense que c'est une des clés. C'est ce que j'essaie de dire, même si j'adhère à ce que vous avez présenté. On va tous se mettre en mouvement. Dans la salle, on va prendre un moment où on va essayer de vous mettre en mouvement aussi. Pour quelque part faire un pas de plus, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent et en même temps qu'il y a des blocages énormes. Et au fond, si on veut venir à un moment donné à un monde où il y a l'écologie par défaut, justement, où on n'est pas à devoir que faire des choix individuels qui sont souvent coûteux, qui sont souvent difficiles et qui vont rester marginaux, on va devoir faire un changement vraiment beaucoup plus radical. Donc, on vous invite à entrer dans cette radicalité constructive parce que c'est radical, mais ça peut être tout à fait réjouissant si on le fait ensemble. Et à amorcer cette deuxième partie de la conférence pour aller vers 2040. Vous pouvez, messieurs, retourner à vos places et on vous fera revenir après. Je vous propose de prendre d'abord un petit temps, de regarder autour de vous, là où vous êtes assis, assise, et de repérer une personne que vous ne connaissez pas, à côté de vous ou derrière vous, de vous débrouiller pour être par 2 ou par 3, et de prendre quelques minutes, 2 minutes chacun, pour échanger sur, tiens, dans tout ce qu'on a entendu là, waouh, ça faisait plein d'idées, plein de choses, c'est allé très vite, il y a eu beaucoup de choses qui ont été posées. Qu'est-ce qui a résonné pour vous? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui s'imprime? Qu'est-ce qui fait écho pour vous? Allez-y, par 2 ou par 3, c'est le moment de faire connaissance avec quelqu'un qui est juste à côté de vous, juste derrière ou juste devant.
Ok. Ça, c'est ce qui résonne, c'est ce qui fait écho en vous maintenant, en 2024. Alors maintenant, on va aller voir en 2040. Alors 2040, Léa Falco nous l'a dit, c'est finalement pas si loin, déjà par rapport à 2024. Et en même temps, c'est un petit saut quantique pour faire ces 16 ans. Un saut de 16 ans, voilà, c'est assez lointain, c'est quand même proche. Il y a plein de choses potentielles à faire. Il y a tous ces mouvements enclenchés qui vont continuer à vivre et à se développer. Et pour aller ensemble plus facilement vers 2040, je vais vous proposer de vous lever. Voilà. Et puis pour marquer ce passage de changement de temps, vous allez faire un pas vers votre gauche, sans vous écrabouiller contre le... Un pas vers et vous vous décalez d'un cran. Pour vous aussi, vous faites un pas vers votre gauche, vous décalez. Ok. Vous êtes symboliquement, nous sommes en 2040. Et nos objectifs de neutralité carbone sont atteints. D'ailleurs, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Et Léa Falco va développer encore après à quel point c'est un moyen pour atteindre des choses sympathiques et pour qu'il se passe des choses. Et du coup, ce que nous vous proposons de faire maintenant, toujours dans le même binôme-trinôme, depuis 2040, c'est de partir de la phrase « Ok, nos objectifs sont atteints. Du coup, ce que je fais de réjouissant en 2040, c'est... » Et donc de reprendre cette phrase-là et de la compléter. Et d'y passer environ 30 secondes chacun et d'embrayer sur une petite discussion. Et puis après, quand vous commencerez à entendre le dong, ça veut dire que c'est peut-être le moment aussi de faire un retour. Et vous voyez qu'il y a un QR code à côté. Donc quand vous entendrez le petit ding-ding, vous pouvez aussi prendre votre téléphone, scanner le QR code et des choses que vous aurez pu échanger, vous dites, voilà, la suite de ma phrase, ce que je fais de réjouissance, c'est, vous le mettez là-dedans. Ça nous donnera une interface avec pas mal de témoignages de ce qui se passe pour vous maintenant en 2040, qui vous fait plaisir et qui est essentiel pour votre vie d'humain en 2040. À vous de jouer. Nous sommes en 2040. Restez debout pour échanger, vous serez plus dans la dynamique. C'est ma recommandation. Maintenant, c'est vous qui voyez. Encore 30 secondes.
Je me demande ce que vous visualisez en 2040 où vous vous faites plaisir. Je vous propose de vous rasseoir à votre place d'origine et donc de revenir symboliquement à 2024. Et depuis 2024, de nous raconter sur le Mentimeter, mais quelles sont les choses réjouissantes que vous faites en 2040? Et puis en attendant que le Mentimeter s'affiche, Léa, vous faites quoi en 2040? Et c'est comment? On se retrouve tous ici en 2040. On a une chanson en France de Patrick Bruel, on se retrouvera dans 20 ans, voilà. On se retrouvera dans 16 ans. Non, j'avais dit train, pouvoir aller en train un peu partout. Enfin, ma génération, disons les 15-30 ans, on a beaucoup grandi avec cet imaginaire quand même d'aller loin, vite, partout. Et c'est un des gros blocages, j'ai l'impression, pour les questions de transition écologique, c'est-à-dire de se dire que le monde n'est plus accessible. Si on avait des trains un petit peu chouettes qui pouvaient aller un petit peu partout et surtout qu'on avait les disponibilités temporelles pour le faire en fait. Et ça inclut potentiellement de l'adaptation de temps de travail, de pouvoir prendre un congé de 6 mois qui soit un congé voyage pour partir loin pendant longtemps mais doucement parce que ça fait aussi partie du voyage, hein, le trajet. Ça, je trouvais que c'est assez chouette. Et puis au niveau politique, si vous imaginez un 2040 où il y a eu vraiment des prises de conscience et qu'il y a eu des vrais changements, quel serait un des changements les plus étonnants qui auraient eu lieu? Les plus étonnants, si on avait une... J'y reviens, hein, pardon, mais si on avait une planification écologique sérieuse, ce serait un changement assez étonnant pour moi et assez structurant. Et en fait, les questions de planification écologique, ça fait très lien avec ce que vous disiez, Christophe, avant, c'est-à-dire des entreprises qui demandent d'avoir une visibilité sur leur futur, sur la manière dont elles peuvent mener leurs activités et dont elles peuvent s'insérer dans les limites écologiques. Ça, c'est assez fondamental. Mais ce n'est pas tout à fait le goût du jour. On espère que ça le sera, mais... Donc là, on voit un petit peu certains de vos imaginaires pour 2040. Du temps pour s'engager pour les collectivités, du temps dans la nature, au calme avec vos enfants, pour se balader à vélo, se balader en allant au travail, le revenu de base inconditionnel, m'étendre au jardin sans souffrir de chaleur inhabituelle. Alors ça, il va faire plus chaud en 2040. Même si on met en place des changements, on va devoir avoir des mesures d'adaptation. Il sera un monde où il fera plus chaud, il y aura plus de sécheresse, il y aura moins d'eau. Comment dans ce monde-là freiner l'accélération du réchauffement et bien vivre quand même ensemble, mais voyager en train sans se ruiner, là il y a du travail effectivement. En Suisse, prendre le temps de s'émerveiller devant le vivant, vivre dans une lenteur joyeuse, passer du temps avec mes petits-enfants. Il y a plein de micro-fermes aux abords des villes, la recyclerie du quartier, mutualisation des produits, prendre le temps de respirer et de contempler la nature. Merci beaucoup. C'est magnifique parce qu'on voit bien aussi que finalement, qu'est-ce qui fait sens dans nos vies c'est pas les iPhone 18, quoi. C'est beaucoup le temps, c'est peu la consommation. Et puis, je ne pense pas que c'est juste parce qu'on est tous des gens intéressés par l'écologie. Je pense que si vous posez ce genre de questions à beaucoup de publics, c'est ce genre de choses qui ressortent. Il y a un livre, d'ailleurs, si vous avez envie de le lire, je fais juste une toute petite parenthèse, qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie » qu'une infirmière qui accompagne des personnes mourantes a écrit. Et en fait, ces 5 regrets des personnes en fin de vie, c'est ne pas avoir été assez moi-même, ne pas avoir pris assez de temps avec mes proches. Il n'y a rien qui a à voir avec le fait de ne pas avoir eu la maison de mes rêves ou la voiture de mes rêves. Et finalement, dans cet imaginaire-là, on retrouve cette notion de qualité, de façon d'être au monde, de présence, de lien, d'être ensemble, de qualité de l'environnement, d'être dans l'environnement, d'avoir du temps, et puis aussi de la notion, bien sûr, de justice sociale qui revient à plusieurs endroits, des Fab Labs aussi, Tiny House. Merci beaucoup. Si maintenant, on essaie de faire encore un pas de plus en se disant, il y a tout ça en 2040, même dans un monde un peu plus chaud, qui peut faire qu'on a une vie belle, agréable. Et en même temps, on a bien vu aussi qu'il y a un grand défi à faire l'écologie par défaut,
cette vie agréable pour la construire et puis pour vraiment freiner ce réchauffement climatique, ce dépassement des limites planétaires, on a un changement de cap à mettre en place. Léa, si vous imaginez, vous, en 2040, pour aller vers cette écologie par défaut, c'est quoi les grands changements qu'il faut mettre en place ? J'ai une slide là-dessus que je n'ai pas montrée parce que je n'avais pas le temps. Donc je vais repiquer les slides. La dernière fois, je faisais une conférence et quelqu'un dans la salle a pris la parole pour dire que dans son entreprise, ils avaient annulé les slides. On n'avait plus le droit de faire des slides. Et j'ai eu des sueurs froides parce que je me sers beaucoup de ces slides-là. Ils sont très pratiques. Voilà, c'est quelques trucs dont je parle des fois quand j'ai un peu le temps, mais de quoi on a besoin. Bon, il y a plein de trucs là-dedans qui sont des trucs pas follement intéressants, qui moi m'intéressent, mais parce que je suis passionnée par des choses que le commun des mortels a raison de ne pas apprécier, typiquement la comptabilité écologique. Mais il y a des chantiers qui sont gigantesques et qui en fait interrogent aussi la notion de modèle économique dans lequel on vit, hein, tout simplement. Donc c'est quand même des chantiers structurants. Il y en a un qui me paraît important, enfin j'en ai rapidement parlé, mais celui de proposition politique cohérente, matérielle et capable de convaincre, c'est un peu la question aussi de la motivation qu'on a derrière. Et puis il y a surtout fondamentalement, je pense que le narratif, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, l'atteinte des objectifs de neutralité carbone, de restauration de la biodiversité, de protection des ressources, pour moi c'est pas une fin, c'est un moyen d'accéder à une vie plus désirable et plus agréable. C'est très intéressant que tout le monde parle de ralentissement, que tout le monde parle d'avoir le temps. Enfin, on n'a jamais eu autant de temps libre disons, en Occident, et paradoxalement, on a l'impression de n'avoir le temps de rien faire. Donc, on a des structures qui nous empêchent de vivre dans la manière dont on aimerait vivre. Et réussir à créer ce demain, il passera, je pense, par une proposition partisane qui s'éloigne en fait des questions de CO2, de biodiversité. En France, le parti écologique traditionnel, Europe Écologie Les Verts, enfin les écologistes maintenant, à 6 mois des élections européennes, ils se sont dit que c'était une bonne idée d'enlever Europe de leur nom, questionnable, ont une approche qui est très centrée CO2. En fait, ils parlent beaucoup justement de climat, de protection du climat, et on sait qu'aujourd'hui, ça peut toucher une proportion des gens, probablement une proportion des gens qui sont dans la salle, c'est-à-dire peut-être 10-15% d'un électorat qui va pouvoir voter pour des problématiques de moyen ou long terme, comme le climat, mais qu'à côté, vous allez laisser sur la touche tout un tas de gens. Et que je pense que la proposition politique, partisane qu'il faut construire, elle dépasse largement la question de l'environnement, et c'est davantage effectivement des questions de qualité de vie, de temps retrouvé, de santé. On parle assez peu en fait en France de santé environnementale en général, autour desquelles il faut articuler tout ça. Et un point important, je pense que j'aurais pu évoquer, à mon avis, en 2040, un autre des trucs importants pour moi, c'est d'ouvrir des droits. Je pense assez fondamentalement qu'on va devoir fermer des choses qui aujourd'hui sont des droits dans nos sociétés occidentales. Typiquement, je prends cet exemple parce que c'est facile, on attaque beaucoup l'avion en tant qu'écolo, mais prendre l'avion tout le temps, ou en tout cas quand on veut, je pense que ce ne sera plus un truc possible. Ça ne devrait plus être un truc possible, en tout cas en 2040, en 2050. C'est-à-dire là, si je sors, je vais à l'aéroport, je prends n'importe quel vol, je peux faire Genève-Bangkok d'un claquement de doigts. Je pense qu'en 2040, en 2050, si on veut sérieusement suivre nos objectifs environnementaux, il va falloir fermer ce droit à l'aviation libre, qui est globalement basé sur le prix. Est-ce que vous pouvez payer ou pas le prix du billet ? Et ouvrir des droits. Et par exemple, moi j'avais travaillé sur une note pour un think tank qui s'appelle l'Intérêt Général en France, et on avait proposé justement d'ouvrir un certain nombre de droits. Ouvrir le droit à l'alimentation saine, ouvrir le droit aux vacances en train. Ça marche particulièrement en France parce qu'on a un territoire qui est plus grand, et qu'on a des trains chers, effectivement, nous aussi. C'est-à-dire qu'on vous garantit que vous avez chaque année des billets de train pour un trajet accessible en train, pas forcément en France, mais un trajet accessible en train pour vous et chacun des membres de votre famille. Voilà. Il va falloir, à mon avis, ouvrir des droits, et c'est ça une proposition politique convaincante, c'est de montrer aux gens ce qu'ils ont à gagner et comment ils vont le gagner concrètement dans leur vie, dans leur quotidien, de cette transformation écologique. Parce que
voilà, neutralité carbone, ça parle peut-être à quelques personnes comme moi que ça touche, pour une raison ou une autre, mais on a besoin aussi de voir l'impact concret que ça va avoir sur notre vie. Et aujourd'hui, justement, sur ces questions de perception, l'impact concret, il est montré de manière extrêmement négative, pour tout un tas de raisons, qu'elles soient par ailleurs vraies, parce qu'aujourd'hui en France, on a aussi un certain nombre de politiques environnementales, écologiques qui ne sont pas socialement justes, et qui donc font peser de manière injuste la charge, ou que ce soit pour des mauvaises raisons, et notamment en France, on a beaucoup de partis plutôt à la droite de l'échiquier qui utilisent la transition environnementale comme excuse pour arrêter à peu près tout et n'importe quoi. Voilà, on ne peut pas arrêter tel ou tel projet parce qu'il y a des emplois derrière. Bon. Et si on continue juste encore un pas dans cette notion qu'il faudra fermer des droits et en ouvrir d'autres. Et c'est vrai que du coup c'est intéressant parce que souvent l'écologie, on se dit c'est la sobriété. Alors on dit la sobriété heureuse, mais n'empêche qu'on n'arrive pas à convaincre beaucoup plus de gens, même en parlant de sobriété heureuse. Vous reformulez ça en disant il faudra fermer des droits. Et oui, il y a des choses qui aujourd'hui semblent légitimes, qu'il faudra clore et en ouvrir d'autres. Est-ce que vous avez d'autres exemples que l'avion ? Quel droit est-ce qu'il faudrait fermer en 2040 pour vraiment s'inscrire dans les limites planétaires et construire ce monde qui sera viable aussi dans 200 ans ? Et du coup, quel autre droit on peut chercher à ouvrir ? Il y a les questions d'alimentation aussi qui sont importantes, mais toutes ces questions d'ouverture, de fermeture de droits, ça pose non seulement la question du cadre législatif que vous construisez, mais aussi du modèle économique dans lequel vous faites ça, évidemment. Parce que du coup, il faut qu'il y ait dans ce cadre-là une entité capable de vérifier le contrôle ou pas des droits et des fermetures de droits. Un autre exemple, c'est l'alimentation. En fait, vous le disiez, 42% de la population suisse en surpoids. Enfin, c'est des choses auxquelles on n'a pas forcément accès aujourd'hui. L'alimentation saine, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc, il y a des choses qui sont expérimentées en France sur la sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, on a une série de sécurité sociale sanitaire en France. Il y a, je crois que c'est autour de Grenoble, qui a un collectif qui est en train de tester aujourd'hui auprès des pouvoirs publics un système dans lequel vous avez à peu près 400-500 personnes qui ont un panier, donc je ne sais pas de quel produit, mais un panier de produits locaux par mois qu'on leur garantit. Et ils vont expérimenter ça pendant 1 an et demi et voir ce que ça donne. À mon avis, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager dans l'avenir, de cotiser à une sécurité sociale de l'alimentation pour faire vivre nos producteurs locaux dans des conditions agroécologiques qui, à la fois, garantissent une qualité des produits et puis surtout une vie digne aujourd'hui aux agriculteurs et agricultrices qui ont quand même des vies en France extrêmement compliquées. Et pas seulement en termes de revenus, mais en termes même d'organisation du temps. C'est des gens qui ne peuvent pas partir en vacances, qui ne peuvent pas prendre de congés. Des formes comme des coopératives, des choses comme ça pourrait permettre de transformer les choses. Et ça passe aussi par des dispositifs. Voilà, c'est des expérimentations, des gens qui, sur leur territoire, vont faire des choses, dans leur exploitation, vont faire des choses. Ça passe par ça. J'ai une dernière slide à montrer une prochaine fois. Il faudrait que je récupère l'occasion de montrer cette slide parce qu'elle me paraît importante aussi. Alors, montrez-la. Je peux le faire maintenant, brièvement, c'est Noël. Et puis après, on va passer. Extraordinaire. Alors, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de création de l'arc écologique. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour faire arriver au pouvoir et plus globalement montrer à la société qu'il y a un intérêt à la transformation écologique ? Moi, je vois un peu 4 groupes à stimuler, et ça interroge aussi la question de quelle place on peut prendre nous aussi en tant qu'individus. Pour arriver à ce monde de demain, il y a un peu 4 groupes. Le rapport de force, c'est assez traditionnel en fait dans les mouvements progressistes ou dans les mouvements sociaux en général. En France, on a un mouvement qui s'appelle les soulèvements de la terre, que vous avez peut-être aussi en Suisse ou peut-être pas, qui globalement bloquent des autoroutes. Ou alors font un certain nombre d'actions un peu coup de poing pour qu'on parle d'eux dans les médias, qui essaient de construire un rapport de force avec le politique. Bon, moi, c'est un engagement que je n'ai pas, mais la stratégie de ces groupes-là, c'est le rapport de force. Voilà, ils essaient de montrer que les écologistes aujourd'hui, entendus au sens très large de gens qui s'intéressent à l'écologie, peuvent aussi recourir à des actions coup de poing et que du coup il faudrait les entendre. Vous avez un autre groupe qui est la fabrique de l'alternative. C'est des chercheurs, c'est des gens qui font de la prospective, c'est-à-dire à quoi pourrait ressembler demain. Du coup c'est vous tous ce soir. Mais aussi c'est des gens qui le font concrètement sur le terrain. Donc des gens qui sont en agroécologie, qui construisent des modèles économiques, des gens qui créent des startups, qui s'engagent sur des sujets environnementaux et
y compris dans des endroits un petit peu touchy, enfin des processus industriels, de la gouvernance davantage horizontale, enfin plein de questions qui aujourd'hui ne sont pas du tout sur la table du monde économique mainstream, disons. Ça, c'est des gens qui montrent à quoi demain pourrait ressembler dans un monde où on a effectué la transformation écologique. Et il faut absolument de ces démonstrateurs pour pouvoir montrer ces exemples-là et faire en sorte qu'ils deviennent la norme plutôt que l'exception. Voilà, des cantons qui créent des alternatives écologiques et qui construisent à un endroit, sur un secteur, l'écologie par défaut. Par exemple, dans le secteur de la mobilité, bon, voilà, des exemples qui permettent de montrer que c'est possible. Et à côté, deux autres qui sont davantage à l'intérieur du système même, le saisissement de l'interstice, c'est-à-dire dans quelques endroits, et c'est notamment le cas dans l'administration française, les différentes administrations françaises, on a plein de strates, hein, nous aussi, même s'ils n'ont pas toutes le même pouvoir, il y a de plus en plus de collectifs de fonctionnaires en fait, et d'agents publics qui se créent et qui vont essayer d'infuser dans leur organisation, dans la politique publique qu'ils mènent, des enjeux écologiques. Et ben, ça, c'est des gens qui saisissent l'interstice, par exemple, saisissent un exemple qui a fabriqué l'alternative ailleurs, qui a montré que c'était possible, et qui essaie d'en faire une norme. Et ça, c'est important, parce que c'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin que ça existe à un endroit, et que ce soit un havre de paix, mais qu'il y ait un certain nombre qui puissent y aller, et pas les autres. On a envie que ça se généralise, et que tout en s'adaptant aux enjeux du territoire, et ben, ce soit ça, finalement, le monde dans lequel on vit. Et puis, il y a le dernier, qui est un peu celui dont vous parliez, Christophe, le retournement du stigmate. C'est-à-dire se dire qu'aujourd'hui, il y a plein de pans de la société qui considèrent qu'ils n'ont rien à gagner de la transformation écologique. Il y a les entreprises là-dedans, mais il y a une grande partie des gens en France, soit qui considèrent effectivement pour des questions de pouvoir d'achat, pour des questions d'urbanisme, parce qu'ils aiment leur vie actuellement, ou qu'en tout cas, ils n'ont pas envie de la voir s'empirer, qui considèrent que la transformation écologique, elle n'est pas pour eux. Et là, il y a un vrai travail à faire de montrer que ce n'est pas le cas. Et donc, sur la question de l'agriculture, évidemment, en France, on a un syndicat minoritaire et qu'on n'entend pas beaucoup, hein, qui est un syndicat plutôt agroécologique, mais qui retourne l'alternative, qui dit les agriculteurs, les agricultrices, ils ont envie de s'engager là-dedans, ils ont besoin d'un certain nombre de choses, dont du financement, dont de la législation, mais ils en ont envie. Le monde de demain, il se fera avec les agriculteurs et dans une transformation écologique. Vous avez des gens en France comme un collectif qui s'appelle Banlieue Climat, qui sont des jeunes de banlieue, dont on ne parle jamais. Hein, quand on dit les jeunes s'engagent pour le climat, bah, c'est des jeunes comme moi, quoi, hein. C'est des jeunes plutôt urbains, plutôt diplômés, plutôt de gauche en général, plutôt CSP+. C'est jamais les jeunes de banlieue. Et donc là, ce collectif Banlieue Climat dit, nous, on s'y intéresse, il faut absolument non seulement nous écouter, mais encore mieux nous entendre, et donc nous intégrer dans les questions environnementales, parce que nous, les endroits dans lesquels on vit, les banlieues, et ben en fait, on est les premiers touchés par les vagues de chaleur, on a peu de parcs à disposition, on a tout un tas de problèmes sociaux qui s'articulent et qui donc montrent qu'on ne peut pas faire d'écologie sans une justice sociale. Donc ça, c'est un retournement du stigmate, pareil. Et puis sur les entreprises, on a une structure en France que moi j'aime beaucoup, que j'accompagne depuis longtemps, qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, qui sont un regroupement. Alors, ils l'ont fait à la fois de manière territoriale et de manière sectorielle. Un regroupement d'à peu près 100-150 entreprises à chaque fois, qui créent des binômes. Donc il y a à chaque fois le directeur général et la personne qui est chargée de RSE, chargée des questions environnementales dans la boîte, qui participent sur une année à 6 week-ends, donc qui sont à la fois de la sensibilisation, de la formation, de la co-construction, et qui à la fin doivent former ce qu'ils appellent une feuille de route régénérative. Donc comment est-ce que l'entreprise va s'inscrire dans les objectifs de transition écologique ? Et ça, c'est absolument... pardon, je me tais, je finis juste sur la CEC. Il y a d'ailleurs une CEC suisse qui est en train d'être lancée. Ah, magnifique. Donc, ils se sont déployés à l'international. C'est super parce que c'est des démonstrateurs. Et en fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème, non, l'avantage, c'est que non seulement ils montrent que c'est possible, et que donc les entreprises veulent participer à ce mouvement-là, mais en plus, ils montrent que même quand elles le veulent, et ben en fait, structurellement, aujourd'hui, il y a tout un tas de règles économiques qui font qu'elles ont beaucoup de mal et qu'elles ne peuvent pas le faire toutes seules. Et que ça ne nous intéresse pas, en fait, nous, d'avoir des entreprises ultra vertueuses et à côté de toutes les autres qui ne le sont pas. On a envie que les exceptions vertueuses, ça devienne la norme. Il y a d'ailleurs une entreprise qui s'appelle Moustella qui a fait ce parcours en France et qui produit des produits pour les bébés, des crèmes notamment pour le corps, des lingettes jetables. Et ils ont décidé de renoncer aux lingettes jetables qui fait 20% de leur chiffre d'affaires après avoir fait ce parcours. Donc c'est vrai que là, on est vraiment dans une force de transformation qui est vraiment sur le cœur du modèle économique qui est très intéressante. Merci beaucoup. Je vais juste rappeler brièvement Cornélis et Christophe.
pour vous demander, au fond, avant qu'on vous passe la parole et que vous puissiez aussi quand même poser des questions, j'imagine, à nos 3 intervenants. Pour vous, Cornélis, si vous imaginez 2040, vous avez fait cet exercice aussi, mais au niveau de l'administration, vous avez fait toute votre carrière. Si elle a fait un vrai bond en avant, il y a une transformation que vous aimeriez vraiment voir et qui était rendue possible, ce serait laquelle ? Alors, je vais vous répondre tout de suite, mais je vous raconte d'abord une petite histoire. Il y a une 30aine d'années, je m'engageais pour qu'on puisse avoir dans l'agriculture vaudoise un certain nombre de parcelles consacrées à la nature. Et c'était vraiment un combat sans espoir. Et puis, paf, tout d'un coup, une chance s'est présentée, c'est qu'il fallait produire moins en Suisse. Et donc, une loi a été édictée prévoyant que l'on produise moins et donc qu'on paye directement aux agriculteurs pour qu'ils mettent certaines surfaces en nature. Et ça s'est fait tout seul. Cette petite histoire pour vous dire que je crois encore aux lois. Et nous avons depuis peu une nouvelle loi en Suisse qui s'appelle, je ne sais plus le titre exact, la loi sur le climat et l'innovation. Pourquoi l'innovation ? C'est peut-être de bon augure, c'est peut-être un habile montage politique. Mais enfin, cette loi dit, entre autres, que les cantons, au niveau des administrations cantonales, doivent s'engager à atteindre le zéro émission nette en 2040. Ben voilà, 2040. Donc, ce que j'aimerais, c'est le voir. Le zéro émission nette dans le canton de Vaud, dans l'administration cantonale vaudoise. Voilà mon rêve. Ce qui est un grand pas en avant, parce qu'on a vu les projections prospectives pour l'instant que l'administration de la statistique a fait, qui ne vont pas encore tout à fait jusqu'à zéro net. Christophe, l'entreprise transformée en 2040, moi j'ai fait la liste du Père Noël. Ça serait quoi ? Alors, l'entreprise en 2040, idéale, elle intègre la nature comme partie prenante et elle élit un membre du conseil d'administration qui la représente. Elle met les actions dans les mains de ses employés, parce que le capital est très important. On voit que le capital est sur les marchés ouverts, du moment qu'il y a un soubresaut au niveau économique, on licencie des gens et on réduit les investissements pour pouvoir maintenir à tout prix le bénéfice, donc le capital est important. N'a plus de hiérarchie et fait confiance, évidemment. A un set d'indicateurs et des incitatifs qui sont minoritairement financiers. Aujourd'hui, évidemment, ils sont quasiment exclusivement financiers. Elle permet et elle incite tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices à être des activistes du mieux vivre ensemble, à réellement et fondamentalement reskiller en bon français tous ces collaborateurs et toutes ces collaboratrices sur des métiers à impact, à des collaborateurs et collaboratrices heureux et en bonne santé, évolue dans un cadre légal qui favorise les entreprises qui font juste et pas le contraire, malheureusement. Donc aujourd'hui, un des gros problèmes qu'on a dans les entreprises, c'est que les entreprises qui essaient de faire juste, elles ne sont pas assez visibles. Il y a trop de greenwashing, trop de trucs peints en vert. Donc vous surnagez dans un environnement où vous avez plutôt des problèmes que des avantages compétitifs. Et puis évidemment, elle s'engage politiquement. Et évidemment, elle est membre de la Fédération suisse d'entreprises. Qui sera devenue majoritaire. Qui sera devenue majoritaire parmi les fêtières économiques, évidemment. Merci beaucoup. On voit bien qu'au fond, on a beaucoup de solutions, on a beaucoup des idées. Maintenant, c'est le courage et la capacité collective à les mettre en œuvre et à atteindre une majorité pour faire cette écologie par défaut. Il nous reste 5-10 minutes pour voir de votre côté si vous avez aussi des questions pour Léa Falco que nous n'avons pas encore posées, des choses qu'elle n'a pas encore expliquées et qui vous titillent depuis le début, mais j'aimerais quand même encore demander ça avant notre clôture finale qui nous prendra 30 secondes. Qu'est-ce qu'on aurait comme question ? J'ai des micros à faire passer. Une question par là. Merci. Bonjour Léa, je m'appelle Joëlle. J'ai trouvé très intéressant tout ce que vous avez présenté, ce triangle-là qui m'habite aussi, comment faire bouger ces différents groupes où tout le monde se renvoie la balle, mais ce n'est pas pour ça que je prends la parole. J'aimerais savoir, dans les moments où vous êtes un peu plus en bas, où vous y croyez moins, où vous vous dites on n'y arrivera pas, ça ne bouge pas assez vite, qu'est-ce qui vous remotive ? Qu'est-ce qui vous donne espoir et qu'est-ce qui vous rend positive ? Merci pour cette question. C'est très drôle parce que je suis quelqu'un de très pessimiste en fait. Et souvent après des conférences comme ça, les gens viennent me dire ouais, heureusement que vous êtes optimiste, c'est bien, c'est de la pêche. Et la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais mais qui ça moi
En fait, je suis entourée de plein de gens qui font des choses assez similaires aux miennes. Et donc, vivre comme ça dans des collectifs associatifs, ça aide beaucoup parce que le moment où vous y croyez plus, il y a quand même quelqu'un qui y croit encore plus ou moins autour de vous, ou qui en tout cas fait semblant de le faire. Et donc, ça rebooste un peu. Et puis, surtout, j'ai eu une période pendant 2 ou 3 ans où ma vie entière ne tournait autour que de ça, parce que c'est mon métier, c'est mon combat associatif, c'est mon entourage. Donc, ça fait 2 ans que j'ai réussi à prendre un peu de temps pour faire d'autres choses. Et en fait, ça fait ressortir un petit peu la tête de l'eau. Puis il y a un deuxième truc qui est moins personnel, mais qui est de se dire que moi, quand j'ai commencé en fait en 2017, et il y en a plein d'entre vous qui s'intéressaient à ces questions-là avant, mais entre 2017 et aujourd'hui, il y a eu en France un changement, et par ailleurs dans le monde, j'ai l'impression, un changement de braquet sur les questions écologiques. On ne peut plus passer à côté, quoi. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bien traitées, ça ne veut pas dire que le problème est réglé, mais en tout cas, on ne peut plus passer à côté et c'est plus un impensé comme ça l'a été pendant très longtemps. Et donc, on entre effectivement dans d'autres choses, dans du greenwashing politique, mais on parle des sujets environnementaux. Et ça, voilà, quand j'ai un coup de mou, je me souviens en 2017 de l'état du débat public en France sur les questions environnementales, et c'était vraiment très faible. Après, on a eu une montée en 2019, et puis là, on redescend progressivement parce qu'on entre un peu dans le dur de comment est-ce qu'on fait. Et donc, comme personne aujourd'hui en France n'a vraiment envie de faire sérieusement en y mettant les moyens, et bah, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je trouve que ça aide pas mal de voir le chemin qui a été pris. Et le fait qu'en fait, ça aille assez vite et qu'il y ait plein de démonstrateurs en ce moment qui se développent à des endroits. Ça, rencontrer des gens intéressants, ça aide. Voir le chemin qui a déjà été pris, tout ce qui émerge. Quelle autre question émerge ? Pas encore de questions qui émergent, mais on a plein de sourires par contre, plein de regards. Bonjour, merci pour ce soir. Bonjour, mon nom est Sophie. J'entends un défaut de moyens, de formation, de compétences. Et dans le fond, je me demande s'il n'y a pas aussi simplement, on ne sait pas comment faire. Et vous ne l'avez pas vraiment ouvert, cette question, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait vrai. Enfin, on me demande souvent du coup d'imaginer 2040, 2050, et en fait, j'ai des propositions de moyens pour arriver à faire des choses en 2040, 2050, mais pas d'exemple de à quoi ça pourrait ressembler, parce qu'effectivement, concrètement, on ne le sait pas. Et sur mon sujet à moi, qui est celui de la formation, donc je fais de la recherche à côté de mon travail sur les questions justement de comment est-ce que chez les agents publics, dans la fonction publique en France, on peut créer des compétences qui permettent d'atteindre des objectifs écologiques. Et donc il y a des choses dont on sait à peu près comment on peut les faire. Voilà, les achats publics, on a une idée assez précise de comment est-ce qu'on fait des achats publics durables. Bon. Il y a d'autres questions où non seulement ça interroge la place que prennent les pouvoirs publics, et donc il y a aussi une question de position. Mais en plus, on ne sait pas le faire. On a quelque chose en France qui s'est inscrit dans la loi et je ne sais pas comment ça s'est parvenu à être inscrit. Je pense que personne à l'époque n'a compris à quel point c'était important, mais qui est le zéro artificialisation nette. Donc, alors selon les interprétations, et c'est encore sujet à débat en France, zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'on ne pourra plus, d'ici, je crois, 2030, pour l'instant, artificialiser 1 hectare, alors tout court, dans la version nette, et dans la version brute, artificialiser 1 hectare sans en désartificialiser un autre. Et donc ça interroge typiquement dans les collectivités territoriales tout le modèle de développement économique qui s'est fait par l'expansion spatiale des collectivités. Et donc là, on ne sait pas comment résoudre ce problème du zéro artificialisation nette. Et ça demande des dispositifs de formation qui sortent du modèle traditionnel d'apprentissage passif. Voilà, vous mettez un sachant face à des gens et puis les gens de temps en temps en discutent, mais au final, on reste dans un truc pédagogique très classique. Dans un modèle comme le ZAN, la résolution du ZAN, ça demande de mettre en discussion les promoteurs, les maires, les gens qui vont accorder les permis de construire, les agents de la région, les agents du département, les agents de l'État. Et en fait, c'est des processus qui non seulement demandent un certain nombre de compétences techniques, mais aussi des compétences organisationnelles, relationnelles, voilà, et qui ne s'inventent pas, quoi. Donc il y a besoin de formats qui permettent justement de créer de la connaissance et en fait dans la complexitude. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et par ailleurs, ça avance très vite, quoi, y compris sur les questions d'innovation ou économique. Je pars systématiquement... Enfin,
On a un gros débat sur les questions d'innovation en France, mais il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du technosolutionnisme, c'est-à-dire qu'ils vous promettent un petit peu la lune en disant qu'on va réussir à arriver à tout un tas de choses grâce à la seule technologie. Bon, ma position là-dessus, c'est qu'il ne faut pas compter là-dessus, que l'innovation par nature, on ne sait pas quand ça arrive, mais que si ça arrive, bon, très bien. Pour autant, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut compter parce qu'on ne sait pas. Et naviguer dans l'incertitude, c'est précisément toute la difficulté de ce qu'on a à faire en termes de transformation écologique. Il y a encore beaucoup de choses à inventer. C'est peut-être une des bonnes nouvelles du soir, d'ailleurs. Mais bien sûr, oui. On repart tous avec un truc à inventer. Allez. Ouais. Encore une dernière question qui émergerait, c'est maintenant ou jamais. Bonsoir, c'est Roberto. Par rapport justement à la transformation écologique, je me souviens du livre Le Shift Project, qui en parle justement sur les thématiques telles que la santé, les transports, l'alimentation, etc. Donc c'était un collectif, je le dis pour... c'est un collectif qui proposait justement une vision globale de la société via cette transformation écologique. Qu'en pensez-vous et est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste ou pourrait être réaliste en tant que transformation ces prochaines années ? Merci pour la question. Le Shift Project, ils ont sorti effectivement ce bouquin qui épluche un peu secteur par secteur les modifications qu'il y a à faire. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est un exercice de prospective qui est assez froid sur l'approche parce que c'est un peu du chiffre, mais en même temps, ils insèrent tout un tas de passages de concrètement à quoi ressemble la vie des gens en 2040-2050. Et ça permet de se représenter. Je pense que c'est réaliste. En fait, c'est un think tank, disons une association think tank. Donc, ils ont des gens qui sont salariés, qui dédient du temps à ça, ce qui est absolument essentiel. Encore une fois, une donnée d'entrée qu'ils ne prennent pas en compte, c'est la donnée économique. C'est-à-dire, ils disent précisément dans les scénarios, nous, on considère que le pouvoir limitant, c'est entre autres le pouvoir énergétique, donc la capacité énergétique qu'on peut mettre dans ces projets-là, le monde physique tel qu'il est matériellement, et c'est pas les données monétaires. Donc c'est ça qui contraint un peu leur approche. En fait, ça ouvre la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que ça montre le monde tel qu'il pourrait être si on y mettait les moyens, mais ça ne prend pas tout à fait en compte les contraintes dans lesquelles on évolue actuellement. Pour autant, c'est un exercice qui est absolument essentiel, et c'est les premiers que je sache à avoir fait ça dans le monde de manière aussi complète, quoi. Donc ils font un super travail et ils ont plein de rapports et de référentiels dans tous les domaines. Donc si vous travaillez dans un secteur, vous pouvez probablement trouver des informations intéressantes là-dedans. Et en plus, ils ont un volet emploi très important. Enfin, on n'en a pas parlé, mais le collectif que j'ai monté récemment, Construire l'écologie, ça s'intéresse spécifiquement aux questions d'emploi. Parce qu'en France, on en est rendu dans le débat public à un stade où officiellement personne n'est contre la transformation écologique. Sauf que dans les faits, vous avez plein de gens dont ça contrarie les intérêts, que ce soit politique, économique et tout ce que vous voulez. Et donc, le débat s'est déplacé de il ne faut pas faire la transformation écologique à... en passant par on l'a fait, des gens qui faisaient du greenwashing, voilà, c'est bon, nous tout est top, ça a des conséquences sociales trop importantes pour qu'on puisse vraiment la réaliser. Et donc on entre sur le terrain des conséquences sociales. Et donc l'emploi, ça fait partie de ces conséquences sociales sur lesquelles il faut avoir une réponse. Et le fait que le Shift travaille sur les emplois, en disant non pas il ne faut pas faire la transformation écologique parce que ça impacte des emplois, mais il faut prendre en compte ces emplois pour pouvoir réaffecter les personnes, les gens derrière concrets qui travaillent dans d'autres secteurs qui vont avoir une montée de main-d'œuvre, tout en ne les délocalisant pas, tout en ne les déracinant pas, tout en faisant en sorte qu'ils restent dans le même bassin d'emploi parce que vous n'allez pas les faire les déplacer à l'autre bout de la France parce qu'une usine se crée là. Voilà, il faut garder les bassins d'emploi tout en réorganisant les activités économiques et industrielles. Et donc, potentiellement en modulant le temps de travail, potentiellement en modulant les activités dans lesquelles ces gens vont travailler. Mais il faut ces plans de formation. Je trouve que c'est une vraie avancée au débat et qu'en fait, il y a presque davantage d'intérêt, je trouve, à ces questions-là qui mobilisent autour de l'emploi que sur les référentiels sectoriels. Mais ils font un super travail. Ce livre-là, je vous invite à le lire si vous intéresse. Le Shift Project. Ouais. Merci beaucoup, Léa. On est arrivé au moment de la clôture que nous allons faire de façon dynamique, vous l'avez compris. Je vous donne quelques petites informations et puis après, c'est vous qui allez bouger. D'abord, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir pris ce moment dans votre vie ce soir pour vous dire, tiens, si on allait écouter cette Léa Falco. Merci.
Merci et bravo à vous. Merci à tous les partenaires qui ont contribué à créer de cette soirée un beau succès. Et tout d'abord, le Théâtre de Vidi qui met à disposition les ressources humaines, techniques. Merci beaucoup. Alors j'aimerais juste déjà qu'on applaudisse les techniciens qui ont organisé ça dans cette salle ce soir. Voilà. Du Théâtre de Vidi, on a aussi Monsieur Bess qui fait une vidéo ce soir que vous pourrez retrouver plus tard sur Internet pour la montrer à vos proches et être diffuseur à votre tour. Vous voyez au niveau du Hub des possibles, il y aura une prochaine conférence cet automne avec Sandrine Roudot. Alors stay tuned sur notre newsletter du Hub des possibles. Et puis, 2040 j'y vais, c'est tout un programme. Ce sont des conférences avec des auteurs-autrices qui nous font rêver à demain. Et c'est aussi un podcast qui se promène en Suisse romande et nous montre le futur qui est en train de pousser parmi nous. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous avez aussi des flyers avec le podcast du même nom. Payot, c'est aussi beaucoup d'autres conférences à suivre, à visiter sur le site. Et pour ceux qui n'êtes pas encore des alumniles, mais qui sortaient de l'UNIL, nous vous encourageons à vous rejoindre ce gros réseau parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités, encore d'autres que ce soir, qui vous seront proposées. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui vous est proposé ensuite. Et nous, pour finir, nous allons montrer ce fameux triangle. Et là, je vais inviter juste les personnes qui se tenaient à l'écart, parce qu'elles se reviennent plus tard, à juste vous mettre au niveau du collectif, par exemple, dans les escaliers. Et je vais vous proposer de vous lever tous, de regarder autour de vous et dans votre tête, de choisir 2 personnes. Alors peut-être vous les voyez devant vous, vous regardez juste un crâne ou une personne derrière. Vous choisissez 2 personnes qui, dans votre tête, font un triangle avec vous. Ok, donc vous choisissez. Alors, ceux qui sont devant doivent se retourner, ceux qui sont en haut ont un avantage stratégique. Vous voyez tout le monde. Donc vous choisissez 2 personnes dans votre tête. Ok, est-ce que c'est tout bon? Tout le monde a choisi 2 personnes au hasard. Okay. Vous n'allez pas aller les voir, vous n'allez pas leur parler, vous allez voir, ça va aller très vite. Nous allons d'abord ressentir le triangle de l'inaction. Je vais pointer du doigt certaines personnes au hasard. Le jeu est le suivant. Si une des personnes que vous avez choisies dans votre tête s'assoit, vous vous asseyez aussi. C'est aussi simple que ça. Je répète, si une des personnes que vous avez choisies dans votre tête s'assoit, vous vous asseyez aussi. Donc je vais montrer des personnes, je vais les regarder, puis elles vont s'asseoir. Si des personnes que vous avez choisies s'assoient, vous vous asseyez aussi. J'ai montré 2 personnes. Vous voyez à quel point on peut rapidement aller vers l'inaction, mais la conférence est finie. Vous avez hâte de partir, vous avez appris, découvert beaucoup de choses, vous avez envie de passer à l'action, donc on va finir sur le triangle de l'action. Donc vous gardez dans votre tête les 2 mêmes personnes. Je vais pointer du doigt au hasard 2 autres personnes, et c'est la même chose. Si une des personnes que vous avez choisies se lève, vous vous levez aussi. Ok ? C'est ce qu'on appelle un effet systémique. Bravo. Et Léa Falco, s'il vous plaît, vous voulez bien venir encore devant pour qu'on applaudisse encore une fois. Chantal Peyer, Cornélie Snet, Christophe Bachmann. Et les deux organisatrices qui ont quand même fait un événement ultra qualitatif en y mettant beaucoup de temps. Bravo à vous. Alors, à la sortie, dans la cantina, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, dans la cantina, vous trouverez un espace avec le livre de Léa Falco
qui se tiendra là aussi encore pour échanger avec vous, pour aussi éventuellement signer l'intérieur du livre. Et puis, vous aurez aussi la possibilité, si vous dites « Oh, mais c'était bien, on a commencé à discuter, puis tout le monde part », un apéro vous est offert dans le même secteur par là-bas. Donc, n'hésitez pas à rester, à grignoter un petit peu, à boire un verre, à faire connaissance, à échanger, à vous relier, puisqu'on voit bien que 2040, ça ressemble pas mal à ça. Alors, créons-le tout de suite, puisqu'on sait le faire maintenant. Merci à vous.